Alors, merci pour vos encouragements sur la précédente vidéo. Je vais essayer de dire rapidement quelques informations que j'ai récupérées ces derniers temps et qui me semblent importantes. Je suis à la médiathèque de Romans parce que il y avait plus de place à la maison de quartier. Donc, si quelqu'un arrive, j'éteindrai la vidéo. Globalement, les nouvelles sont plutôt bonnes, mais par rapport à la dernière fois, on va essayer une fois de plus de contraster un peu, de prendre un peu le contre-pied de ce qu'on entend. Alors la dernière fois, je vous disais que Poutine n'était pas en si bonne position que ça. On voit aujourd'hui que c'est tout ce qu'on entend. On entend dire partout que Poutine a quasiment perdu. Mais attention à cette idée, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. D'abord parce que il est sûr que militairement, j'espère que vous l'avez entendu, la Russie est beaucoup plus puissante que l'Ukraine. Donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas vraiment de question là-dessus, notamment parce que la Russie possède une aviation très puissante et que grosso modo, si la Russie décide d'anéantir l'Ukraine, elle le peut très facilement. Ça pose donc la question de la résistance, qui est une question compliquée. Euh, Comment et pourquoi résister face à une puissance nettement supérieure? C'est une question qu'on croise souvent, hein, qu'on croise aussi même à plus petites échelles quand il y a des résistances ou des affrontements contre la police. Ça montre que le rapport de force, il n'est pas strictement politique. Il n'est pas strictement militaire dans un affrontement, il est toujours aussi symbolique, politique et imaginaire. Donc le plus faible militairement n'est pas forcément le perdant. N'empêche que si Poutine décide de gagner, il pourra gagner et, euh, et on ne pourra rien y faire parce que les États-Unis ont annoncé, et les États-Unis sont à peu près sûrs de ce qu'ils disent, ils ont annoncé qu'ils n'iraient pas de toute façon et que l'OTAN ne s'investirait pas directement en Ukraine. Alors on entend beaucoup dire que ce conflit c'est la démocratie contre la dictature. À mon avis, c'est vrai. Il faut le penser comme tel. Et donc la problématique globale, comme on dit un peu à l'école, c'est vraiment démocratie contre dictature. Et donc il faut replacer ce conflit-là dans une histoire plus vaste. Alors pas forcément l'histoire très longue que j'ai fait la dernière fois, mais au moins de ces dix dernières années. Il y a eu plusieurs affrontements entre dictature et démocratie ces dernières années. D'abord en Syrie, et c'est important, ensuite à Hong Kong, ensuite en Biélorussie et ensuite aussi en Birmanie. Et dans ces quatre situations, on a perdu. Enfin, la démocratie, le camp de la liberté a perdu, ce qui fait que voir le verre à moitié plein, ça peut paraître difficile. Mais on peut quand même. À mon avis, on peut quand même, parce que même si apparemment on a perdu, dans ces camps, ça peut bouger. Alors, d'abord la Syrie, c'est là que tout s'est joué en fait. Là, on se réveille maintenant. L'Occident, entre guillemets, je vous ai déjà expliqué pourquoi, à mon avis, ça n'a pas vraiment de sens de dire l'Occident. On peut très souvent remplacer l'Occident par le monde. Donc le monde se réveille actuellement face à Poutine, mais là où le monde a perdu, c'est dans la guerre en Syrie. Et il faut tout de suite replacer le contexte international, c'est-à-dire que là, on est braqué sur notre petite Europe, et il y a un côté un peu déplacé de... Alors il ne s'agit pas de comparer les souffrances, mais si on se place à d'autres endroits du monde, imaginez une seconde comment les Syriens, comment les réfugiés syriens perçoivent l'actualité européenne en ce moment. Il faut savoir que le conflit en Syrie, donc qui est le dernier moment c'est le stop qu'a posé Poutine, appuyé en cela par leur complicité, par le silence de tous les autres, c'est le stop qui a été posé aux révolutions arabes. On a d'abord eu Ben Ali qui est tombé en Tunisie, on a eu ensuite Moubarak en Égypte, puis Kadhafi qui est tombé avec l'aide de Sarkozy qui l'a fait tomber donc en Libye, ce qui a beaucoup énervé Poutine. Et ensuite, Poutine étant très vénère parce que des dictateurs qui tombent, ça l'amuse pas du tout, vu que c'en est un, eh bien, il a décidé de mettre un stop à ce cycle-là en défendant Bachar el-Assad et en le maintenant envers et contre tout, alors que Bachar el-Assad devait tomber. D'ailleurs, il tombera tôt ou tard, et pas simplement lui en tant que personne, mais son système, sa dictature tombera. À partir du moment où Bachar el-Assad avait bombardé le peuple syrien en plein Ramadan, il s'était mis à dos une bonne partie de la communauté internationale, et il devait tomber. Sauf qu'il a été sauvé par Poutine avec les avions de Poutine. Pourquoi je parle de la Syrie? Puisque c'est parce que la guerre que Poutine mène actuellement en Ukraine, euh, c'est la même armée qui la mène. C'est-à-dire que la force de Poutine en Ukraine, c'est ses avions, c'est le fait qu'il est capable de bombarder. Et il surprend tout le monde. Sauf que bombarder, il l'a déjà fait massivement en Syrie. Il faut savoir que la Syrie, ça fait 500 000 morts, la guerre en Syrie, et ça continue d'en faire, c'est 500 000 morts. Là, actuellement, en Ukraine, on est sur 500 morts. Bon, peut-être un peu plus. Mais vous voyez l'ampleur du décalage.
En Syrie, il y a eu 13 millions de personnes qui ont été réfugiées, déplacées à l'intérieur de la Syrie ou ailleurs, dont 6 millions ont dû partir de la Syrie. Là, on est à on parle de peut-être 1 million, peut-être qu'il y aura 1 million de personnes qui quitteront l'Ukraine. Alors sans doute plus si ça continue, mais il faut quand même prendre un peu de recul et se contextualiser un peu dans le reste du monde, quoi. Donc, Poutine a déjà mené une guerre affreuse et horrible en Syrie, il a déjà massacré son peuple là-bas, il a réussi et personne n'a rien fait. Il a défoncé complètement la Syrie, personne n'a rien fait. Ici même, dans ce quartier à Roman, il y a des enfants dont le père a été tué dans des bombardements par Poutine. Leur maison a été détruite à Alep et qui a bougé? Rien. Donc c'est ça aussi qui a pu donner des ailes à Vladimir Poutine. Alors il y a beaucoup de débats actuellement sur la folie ou non de Poutine. C'est compliqué. Il est possible qu'il soit un peu devenu fou. Je vous mettrai d'ailleurs dans cette vidéo en commentaire quelques photos de Poutine où on voit un peu son évolution et il est possible que le Covid ne l'ait pas aidé. C'est une hypothèse. Pourquoi? Parce que Poutine, c'est 20 ans de dictature. On sait que la dictature, ça use, ça rend la plupart des dictateurs finissent paranoïaques. Et le Covid, on sait qu'il a eu très peur d'attraper le Covid. C'est possible que ça ait déstabilisé vraiment sa structure cognitive. Bon, pour autant, il reste un acteur assez serein. Ceci dit, même si on dit là actuellement que Poutine recule, Poutine il a sans doute perdu, moi, sa menace nucléaire, elle m'a quand même fait un peu peur. Vous avez entendu que cette semaine, en début de semaine, il a dit qu'il mobilisait, qu'il augmentait le degré de défense nucléaire. Il ne faut pas sous-estimer la folie des humains. La folie d'un homme, surtout que là, il est totalement acculé. Même la fédération de judo lui a enlevé son rôle de représentant international du judo. Donc, et ça peut le blesser un peu narcissiquement. Donc, il ne faut pas sous-estimer à quel point il est capable de péter un plomb. Et ça s'est déjà vu dans l'histoire, malheureusement, que des gens pètent des plombs et que ça a des conséquences plus graves que ce qu'on croit. Un truc qu'on entend très peu dire dans les médias, c'est que, bon, alors, Poutine, il a une armée puissante, certes, on dit la deuxième plus grande armée du monde. Ceci dit, elle est loin derrière les États-Unis et leurs alliés. On entend parler d'un risque de troisième guerre mondiale. Il n'y a pas de risque de troisième guerre mondiale dans le sens où c'est perdu d'avance. Les États-Unis ont déjà gagné la première guerre mondiale, la deuxième, ils ont gagné la guerre froide. Si vous mettez les États-Unis plus son allié israélien, plus la Grande-Bretagne, allié direct, plus le Canada, l'Australie, plus la France, le rapport de force, il est même pas jouable pour l'armée de Poutine. Mais ça, c'est en termes bruts. C'est en termes de force brute. Mais qu'est-ce qui fait la fragilité des armées de chaque pays et des systèmes dans lesquels nous sommes, y compris le système français, indépendamment de l'armée, donc ça marche aussi pour le système allemand. Une fragilité dont on parle trop peu en ce moment, c'est la fragilité dans l'espace. C'est qu'une armée, elle se déploie grâce au système satellitaire, au système GPS et au réseau de satellites qui permet aux informations de se développer. Or, sur ce point, si Poutine pète un plomb, ça pourrait consister à dézinguer des satellites et à énormément fragiliser les armées qui s'organisent grâce aux satellites. L'autre point de fragilité pour l'ensemble des sociétés modernes, c'est les connexions Internet. Donc si Poutine pète un plomb, il peut faire sauter les câbles sous-marins, par exemple avec des sous-marins aussi qu'il utilise, il peut faire exploser les connexions Internet. Et ça serait pas drôle du tout, parce que ça consiste à tout simplement débrancher les sociétés connectées, et elles le sont toutes, les débrancher du système mondial. Il faut espérer qu'il fasse pas ça, parce que s'il fait ça, là c'est vraiment la merde. Ça serait pas l'arme atomique, c'est-à-dire qu'on verrait pas des missiles tomber sur Paris, mais on verrait une énorme fragilité systémique qui serait révélée. Et il a la capacité de le faire. Alors, s'il démarre le moindre truc comme ça, il faut s'attendre à ce que la riposte soit totale, qu'il se fasse totalement anéantir par ses ennemis. Mais voilà, c'est quand même, alors c'est d'autant plus, la question de l'espace est d'autant plus importante que je ne sais pas si vous avez noté, mais Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, quand même, il faut le savoir, j'avais fait plusieurs chroniques où je parle de lui, est rentré dans la danse et il a dit qu'il allait mettre des satellites au-dessus de l'Ukraine pour assurer la connexion Internet de l'Ukraine si Vladimir Poutine continue à essayer de couper Internet. Parce qu'évidemment, comme il a compris que c'était la fragilité, il essaie de stopper Internet. Si un bon coup à jouer pour Poutine, je voudrais pas lui donner d'idée, mais j'imagine qu'il a autre chose à faire qu'écouter ça, un bon coup à jouer pour lui, avant de faire sauter des satellites d'État ou des satellites de l'armée, ça serait de faire sauter les satellites d'Elon Musk, par exemple. Ce qui permet de montrer sa puissance et de faire peur à tout le monde. Et je vous avoue que là,
effectivement, on a beau avoir les plus grandes armées du monde, tout le monde va stresser gravement. Tout comme, évidemment, on sait maintenant la fragilité sur le système numérique, puisque Poutine va probablement lancer des attaques de piratage informatique, et il a des virus qui dorment déjà dans les trois quarts des pays dits occidentaux, et s'il active ces virus-là, alors bon, il y a des trucs légers comme couper l'accès d'un site internet, mais il y a des trucs plus graves comme les systèmes de santé, ou pire, la gestion des centrales nucléaires. Évidemment, c'est un peu sécurisé, mais on sait que la France a énormément de retard, et les Occidentaux en général ont énormément de retard dans la sécurisation de leur système informatique. Mais le plus grave, moi, ça me semble quand même le côté satellite. La Chine a montré aussi, puisqu'ils ont déjà fait des exemples, c'est-à-dire que la Chine, ils ont déjà dézingué des satellites à eux. Mais c'est pour dire, vous voyez, on peut le faire, on sait le faire. Donc le jour où ils veulent dézinguer des satellites à d'autres gens, bah là, il n'y a plus d'armée qui tourne, parce qu'une armée, elle fonctionne au GPS. Et beaucoup de choses s'effondreraient. Normalement, il n'est pas assez fou pour le faire, mais bon, voilà. Alors, à noter aussi sur ces enjeux massifs, le fait que la Chine laisse tomber Poutine. Je vous avais déjà dit la semaine dernière que ça arrangeait pas du tout la Chine de voir une telle guerre se mettre en place. Et ben là, ça se confirme. La Chine vient d'appeler l'Ukraine et vient d'appeler le président ukrainien pour lui dire qu'elle était désolée de ce qui se passe. Bon, bah voilà. Alors, donc, il faut voir que, comme on l'avait envisagé déjà la semaine dernière, Poutine, il est tout seul, il se fait lâcher de partout, mais un fou tout seul à la tête d'une arme, d'une dictature militaire, comme la sienne, d'un pouvoir militaire, ça peut être dangereux. Ceci étant dit, il faut relativiser parce que même si Poutine décidait d'appuyer sur le bouton nucléaire ou sur le bouton qui fait sauter un satellite, on est dans des sociétés modernes, il y a une chaîne de commandement, c'est pas lui tout seul qui va appuyer sur le bouton pour faire sauter un satellite. Donc il est probable que la plupart des gens, qui sont des gens très très intelligents en Russie, qui eux ont accès à l'information mondiale, quand ils vont recevoir un ordre de commettre un geste aussi grave, il est probable, l'histoire le montre aussi, par exemple c'est le cas pour la crise de Cuba, que des gens disent bah non en fait on va pas obéir, que la chaîne de commandement résiste, et donc ça permet de nuancer ce risque. Donc s'il se passe pas un truc grave comme ça, globalement, Poutine son système va s'effondrer économiquement. Ceci dit, donc il a la puissance militaire d'occuper entièrement l'Ukraine, de la défoncer comme il a fait en Syrie, et de maintenir ces deux zones séparatistes à l'est de l'Ukraine. Il faut savoir que ces deux zones séparatistes, ces deux républiques dites séparatistes, russophones, elles sont importantes stratégiquement parce que ce sont des régions où on produit beaucoup de blé, mais ce sont aussi des régions industrielles importantes. Donc elles ont une puissance, elles ont une grande valeur économique. C'est pas juste un truc symbolique. Ça va renforcer la puissance de la Russie sur la question du blé notamment, sur laquelle elle est déjà très forte. Donc si on en arrive là, c'est parce que on a cédé sur la Syrie, on a laissé tomber le peuple syrien, et maintenant on se dit tiens, on va défendre la liberté. Avant de mettre la tour Eiffel en jaune et bleu, ce qui était bien, ce qu'il faut faire, il aurait fallu penser aussi au peuple syrien, et puis par ailleurs aussi au peuple palestinien qui se fait massacrer depuis des décennies sans que personne ne bouge. Donc défendre la démocratie maintenant, c'est un peu tard, parce qu'on a laissé tomber Hong Kong aussi. Il faut bien voir que la Chine fait ce qu'elle veut à Hong Kong. On a craqué, on les a laissés faire. On a laissé tomber la Biélorussie. Donc en Biélorussie, il y a eu comme en Ukraine un mouvement populaire pour faire tomber la dictature qu'il y avait là-bas. La Russie a permis à la dictature de se maintenir. Et ça lui fait un point d'appui pour ensuite envahir l'Ukraine, mais c'est une défaite symbolique, c'est une défaite au niveau des imaginaires. Donc là, on doit rattraper ces erreurs-là. On a laissé tomber aussi la Birmanie, qui pour le coup est tombée réellement aux mains d'une junte militaire. Je dis ça parce que Poutine, il a employé des termes très précis, qui sont compréhensibles et traduisibles dans toutes les langues, le terme junte pour définir le pouvoir ukrainien et le terme de génocide. Pourquoi est-ce qu'il a employé ces termes? J'y avais pas pensé la semaine dernière, mais là j'y ai pensé depuis. Il emploie le terme génocide, puisque la dernière personne qui a employé ce terme dans la sphère internationale, c'est Joe Biden, donc le président des États-Unis, pour qualifier le régime chinois. Il a dit, à juste titre, et c'était très culotté de sa part, pendant sa campagne, mais aussi après, il a dit que le pouvoir chinois pratiquait un génocide contre les Ouïghours. Ce qui est vrai, il y a 1 million de Ouïghours qui ont été mis en camp de concentration, il y a un génocide culturel, des avortements forcés, du trafic d'organes, tout ce que vous pouvez imaginer de pire, contre la population ouïghour. Donc c'est une minorité turcophone musulmane de l'ouest de la Chine. Donc le terme génocide a été employé à ce moment-là. Il est possible que Poutine se soit dit, tiens, pour faire plaisir à mon copain chinois, je vais moi aussi employer ce terme, ce qui permet de démonétiser ce terme, ça veut dire qu'à la fin, ça ne veut plus rien dire. Puisque Poutine l'emploie dans un sens où ça n'a aucun intérêt, c'est totalement absurde de parler de génocide en Ukraine,
quand Joe Biden parle de génocide, ça veut plus rien dire non plus. Donc ça, peut-être que quand il est allé à la cérémonie des Jeux Olympiques en Chine, ils ont causé de ça autour d'un thé avec Xi Jinping, le dictateur chinois, et qui s'est dit, tiens, ça peut être pas mal comme élément de langage. Deuxième élément de langage, la notion de junte qui serait au pouvoir en Ukraine. La dernière fois que sur la scène internationale, dans toutes les langues, on a parlé de junte, c'est pour parler de ce qui se passe en Birmanie, où donc là, il y a eu un renversement de la démocratie. Et là aussi, il faut savoir que le peuple birman a été totalement abandonné. Donc, croire que le peuple ukrainien peut résister, c'est pas si facile. Il y a des millions de personnes qui vivent sous des dictatures, qui ont été renversées très rapidement, et pas très loin, puisque c'est le cas en Biélorussie, et c'est juste à côté de l'Ukraine. Donc, théoriquement, c'est quand même pas si gagné que ça, comme on a tendance à l'entendre en ce moment. Il est possible que militairement, Poutine s'impose et qu'il mette en place une dictature. Ceci dit, à moyen ou long terme, ça peut pas tenir, puisque économiquement, il va s'effondrer, il va se retrouver avec un peuple qui va être lui-même révolté contre lui. Il est possible que Poutine, dans ce grand jeu, esselé, parce qu'il est devenu tout seul, alors 20 ans de dictature, un dictateur, ça le rend fou et surtout ça le rend tout seul. Il est possible que dans ce délire-là, Poutine, il a perdu un peu contact avec la réalité et qu'il croit à ses propres délires. C'est-à-dire qu'il croyait que l'Occident, ce que lui il appelle l'Occident, que le monde donc pouvait s'effondrer très facilement, que c'était voilà que ça allait craquer. Qu'est-ce qui lui a donné cette idée-là? Par exemple, l'attaque du Capitole aux États-Unis, qui lui a laissé croire que ça pouvait craquer de partout. Il y a eu aussi le mouvement des Gilets jaunes, sur lequel Poutine a beaucoup thématisé en disant, vous voyez, les démocraties occidentales craquent et elles veulent autre chose. Le fait que les extrêmes droites montent partout en Europe. Le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Un retrait qui s'est fait en plus n'importe comment. Poutine, il a pu se dire, totalement esselé et en plus rendu un peu parano par la pandémie, il a pu se dire, dès que je vais taper un coup, tout va s'effondrer. Sauf que ça fait la conséquence totalement inverse et qu'il est peut-être lui-même victime de sa propre désinformation. C'est-à-dire que la propagande qu'il essaie de diffuser par ses chaînes de télévision notamment, il finit par y croire et du coup il s'est déconnecté du sens de l'histoire. Et du coup, ça se passe pas du tout comme il avait prévu et en fait le monde fait bloc et le monde se défend contre cette dictature qu'il essaie d'installer. Petite réaction aussi au discours qu'on entend encore, j'en avais déjà parlé la dernière fois, discours qui consiste à dire, notamment à gauche, que tout ça c'est la faute de l'OTAN, que si l'OTAN n'avait pas été aussi agressive, Poutine il n'aurait pas eu ce sentiment d'humiliation et tout ça. Bon, d'abord, moi pendant un temps, quand il y a déjà quelques mois, je m'étais pas mal intéressé à l'histoire de Vladimir Poutine, à sa vie, etc. J'avais trouvé quelques documentaires historiques des années 90 et des années 2000 où on voit des images d'archives et tout. Et j'avais réussi à comprendre un peu son état d'esprit, à avoir presque un petit peu, pas de sympathie, mais d'empathie, c'est-à-dire me mettre dans son mode de perception. Donc il faut voir que c'est un mec du KGB qui a grandi en Union soviétique, donc dans un monde totalement différent du nôtre, qui a absolument pas peur de la mort. La mort, ça fait partie de sa vie. Et là où il a pété un câble, c'est quand dans les années 90 et début des années 2000, la Russie a été livrée au capitalisme sauvage occidental. Là, il faut bien reconnaître que après l'effondrement de l'URSS, c'est devenu une espèce de jungle où les mafias les plus puissantes, les oligarques les plus puissants se partageaient le gâteau. Et ça, pour Poutine, qui était un soviétique qui vraiment respecte son État, qui est fan de l'État, il a assisté à une grande débandade et un grand pillage de la Russie, c'est ça qui lui a fait péter un plomb. Et on peut comprendre qu'à un certain moment donné, il ait voulu remettre un peu d'ordre dans tout ça et lutter contre le libéralisme sauvage. Donc ça, d'accord. On peut voir qu'il y a bien eu les dégâts dans les années 90 et 2000, partout dans le monde, du libéralisme ultra sauvage et le plus violent possible, qui a conduit à une augmentation des inégalités, la destruction de l'environnement et tout ça. Mais ceci dit, dire que la Russie a été humiliée et mise au ban, ça tient pas vraiment la route, puisque la Russie est membre permanent de l'ONU, avec un droit de veto, ce qui lui donne un poids sérieux sur le plan international. En 1998, le G7 est devenu le G8, donc la Russie a été intégrée à ce club très fermé du G8, alors que je rappelle, la Russie c'est un pays pauvre. Et c'est ce qu'on va voir là, on va voir ça dans les temps qui viennent, on va voir à quel point la Russie est un pays pauvre. Donc dire que Poutine a été méprisé, non, la Russie a été, on lui a fait de la place, quoi. C'est devenu en 98 un membre à part entière des grands de ce monde.
À tel point que le G8 est redevenu le G7 en 2014 suite à la guerre en Crimée, parce que Poutine il a déjà annexé un bout du territoire qu'il arrange près de chez lui, c'est la Crimée. Et même en 1996, la Russie avait été intégrée au Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, c'est un grand truc avec plein de pays pour essayer de se coordonner sur le continent européen. Et c'est plutôt cool. Moi, je suis pour ce genre de... Parce que je pense qu'à terme, on va transformer ce qui est l'OTAN en une gouvernance mondiale, avec toutes les questions que ça pose et les questions un peu flippantes sur le plan sécuritaire. Mais donc voilà, dire que la Russie a été complètement exclue, bah c'est pas exactement le cas quoi. La Russie faisait quand même partie du game mondial. Le problème c'est que les Russes ils en veulent beaucoup quoi. Alors pas le peuple russe évidemment, c'est l'impérialisme russe qui pose problème. Il faut savoir que je l'avais déjà dit, l'impérialisme, l'armée russe a déjà envahi la Hongrie en 1956. Ils ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968. C'est quand même costaud. Alors ça ne veut pas dire que les Américains n'ont pas fait des conneries pendant tout ce temps-là. Évidemment, les Américains ont fait un coup d'État au Chili en 73, ils ont fait une guerre sale et affreuse dans les années 50 en Corée, ils ont fait la guerre du Vietnam, ok. Mais force est quand même de reconnaître, plus évidemment les guerres du Golfe, où ils ont fait sauter des régimes avec des fausses informations, ok. Mais on va dire depuis à peu près Obama, si on exclut la parenthèse Trump, ça s'est à peu près calmé. On ne peut pas comparer l'impérialisme américain à d'autres formes d'impérialisme beaucoup plus violents comme celui de la Chine à Hong Kong, qui a carrément fermé les journaux, etc. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. On peut être critique au point qu'on veut contre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. C'est quand même pas du même niveau que ce que peut faire, en tout cas sur ces 10 dernières années, que ce qui peut être fait par Poutine ou par la Chine. À noter donc bien retenir que la Chine se désolidarise de Poutine. Sur les trucs importants dont je voulais vous parler, donc la Cour pénale internationale aussi, ça c'est marrant, toujours sur cette notion géopolitique globale, là c'est les premiers à dire on va traîner Poutine derrière des tribunaux, il y a des crimes de guerre, etc. On aurait voulu que la Cour pénale internationale, donc c'est un grand tribunal qui fait la police, enfin, qui fait la justice entre tous les pays, soit un peu plus réactif quand il s'agissait des interventions américaines en Irak ou en Afghanistan. Bon, ça n'a pas été le cas. Ceci dit, quand les États-Unis quittent l'Afghanistan, il faut bien voir que la population afghane demande aux États-Unis de rester. Et les images des Afghans qui s'accrochent aux avions américains qui décollent, c'est pas juste pour les magazines, c'est une vraie réalité, c'est-à-dire que la population afghane préférait la présence américaine au retour des talibans. Ça, il faut bien en avoir conscience. À l'inverse, quand Poutine envahit un pays, personne n'a envie qu'il vienne. Donc dire que l'OTAN progresse, c'est pas l'OTAN qui progresse, c'est les 3 pays baltes, par exemple. À préciser que l'Estonie a fait l'objet d'une attaque informatique très violente, je crois que c'était en 2018, avec des virus très puissants qui ont saboté une partie du système, donc maintenant ils sont très bien préparés. Bon, vous prenez les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, si eux, ils veulent faire partie de l'OTAN, ils veulent appartenir au camp américain, c'est pas de l'impérialisme américain, ça vient d'eux. En Ukraine, il y a 40 millions, 45 millions d'habitants, il y a plus de 70%, même maintenant c'est sans doute passé à 80% des gens qui veulent faire partie du camp dit occidental ou du camp dit européen. C'est pas de l'impérialisme américain, ça vient d'eux. Il y a aussi un sondage qui est tombé récemment à propos de la Finlande. Alors la Finlande a été agressée par Staline en 1959. La Finlande, il y a eu un sondage qui est tombé. 51% de la population finlandaise est pour... Bon, il y a quelqu'un qui rentre, mais c'est pas gênant. Ah, je fais une pause parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone.